Et tu es avec nous, Jean-Louis. Puisque c'est à lui de démarrer. C'est les aléas. Le voilà, il est avec nous. Salut, Jean-Louis. Salut, Le Paul. boss à l'art de cinéma. Alors, tu vas nous parler de quoi, puisque tu ouvres le bal, hein? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du territoire des loups. Et ça va être très compliqué pour moi de vous parler du film, qui est le territoire des loups. Compliqué car j'ai eu énormément de similitudes avec ce personnage principal, ou du moins ce qu'il traverse. Et en fait, dans une vie, on peut être confronté parfois à la maladie ou même à la mort de différentes manières. La perte d'un être cher ou encore une expérience de mort imminente. Il y a une souffrance qui s'empare de vous, la perte d'un être cher et la maladie peuvent faire de nous des personnes errantes et souffrantes. Et d'un claquement de doigts, nous ne croyons plus en rien. Liam Neeson interprète John Ottaway. Il travaille au fin fond de l'Alaska, il vient de combattre la maladie, surtout il vient de perdre sa femme. Il garde une photo de sa femme contre lui. John ne croit plus en rien. Il travaille pour une compagnie pétrolière où il doit protéger les employés contre les attaques des animaux sauvages. Mais John n'a plus envie de rien, il veut juste mourir. Il ne supporte pas la perte de sa femme, qui lui murmure dans un flashback, pas maintenant. Lorsque l'avion qu'il prend avec ses collègues s'écrase dans l'immensité du Grand Nord, ils seront en territoire des loups. Les rares survivants du crash savent qu'ils n'ont peu de chance de s'en sortir. Et éliminés par leurs blessures, le froid, les prédateurs ou leurs propres limites, les survivants vont mourir un à un. Ottaway va tout faire pour survivre avec les derniers, mais pour quelle raison? Lui qui voulait mourir va transformer son envie de mourir en celle de vivre. Revoyant sa femme combattre la maladie jusqu'au dernier instant, le territoire des loups nous entraîne aux confins du monde et d'un homme, à la découverte de ce qu'il y a en chacun de nous. Les loups ne sont que prétextes. John Carnahan, le réalisateur, nous parle d'humanisme et de confrontation avec la mort. Cette scène où, après le crash d'un avion, un homme blessé en pleurs crie qu'il ne veut pas mourir. Cette scène est frissonnante d'émotion. L'homme angoisse, il n'affronte pas ce qui va lui arriver. Et il le devra. Le personnage de Liam Neeson interviendra avec les paroles suivantes. Une immense douleur va s'emparer de toi. Et tu vas mourir. La scène est douloureuse. On accompagne l'homme mourir. Et Carnahan, le réalisateur, nous filme la mort comme jamais. Avec un réalisme époustouflant. Le film nous offre aussi une très belle photographie au ton froid et au filtre bleuté. Le territoire des loups ne nous laisse pas indifférents. Il nous prend au trip. Il nous tire la larme à l'œil, tant il exploite les émotions humaines. Le film est une pépite. Liam Neeson, après s'être enfermé dans des rôles toujours plus badass, après Taken, revient dans un rôle plus humain. Lui qui a perdu sa femme quelques années plus tôt, accepte le rôle. Et cela ne fait que rendre son interprétation encore plus crédible. Il nous transmet de vraies émotions. Le film m'a tellement marqué que j'emporte une de ses citations. Un tatouage. Cette citation, je vous la cite. Une fois de plus dans l'arène, un combat. Le meilleur que je connaîtrai jamais. Vive et mourir en ce jour. Vive et mourir en ce jour. Si vous n'avez pas vu le territoire des loups, j'ai juste qu'un conseil à vous donner. C'est foncer. Voilà. Merci à toi, Jean-Louis. Nous allons passer la musique du territoire des loups pour se mettre bien dans l'ambiance, hein. Merci à vous.
Absolument, Abou. Merci pour le passage de la musique du territoire des loups et le générique de Art de Cinéma. À Ça fait, toi, Noémie, tu ça vas nous fait parler, tu vas nous parler d'une belle bête là. Hein. juste un instant, j'ai oublié tout à l'heure que j'ai oublié ma chronique. En Ouais, fait, j'aurais voulu dédicacer ma chronique à mes enfants, à Mirko et Martha, et ouais. à ma compagne, Loredana. Ouais, C'est très, important très, que je le fasse, j'ai très pas eu le bien. temps de le faire. D'accord. Merci à toi, Jean-Louis. Noémie? Oui, alors en effet, je vais vous parler d'une belle grosse bête, puisqu'il s'agit de la tarentule de Jack Arnold. Waouh. Jack Arnold, je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Il a signé Le Météore de la nuit en 1953. On lui doit le chef-d'œuvre L'étrange créature du lac noir un an plus tard, et sa suite directe, La revanche de la créature en 1955, donc l'année même de Tarantula. Et il a également signé l'un de mes films préférés personnellement, L'homme qui rétrécit en 1957. Alors, ce qui caractérise son cinéma à Jack Arnold, ça va être des films à tout petit budget, mais qui restent efficaces parce qu'ils sont faits avec très peu de moyens, mais ils sont très créatifs dans la mesure où, pour pallier à ce manque de moyens, Jack Arnold et son équipe ont dû faire preuve d'une belle imagination et d'une belle créativité pour signifier le fantastique et l'épouvante. Ce qui caractérise ce genre de film, c'est donc, je le disais, de l'épouvante, du fantastique, mais aussi beaucoup de poésie, notamment en ce qui concerne L'étrange créature du lac noir et L'homme qui rétrécit. Tarantula est un peu différent. Il est, je dirais, l'un des films de monstres les plus anxiogènes des années 50 et même au-delà, je dirais. D'une part, parce que peut-être que vous en faites partie, vous qui nous écoutez ce soir, il y a une bonne partie de la population qui souffre d'arachnophobie. Moi, honnêtement, je n'aime pas du tout les araignées. C'est vraiment le genre de bestiole qui nous procure des frissons lorsqu'on voit une sur le mur ou une qui nous court sur le bras. Hein, ça m'est déjà arrivé. Bref, hein, c'est abominable. Et donc, Jack Arnold, il a bien compris. Et donc, il a décidé de faire de l'araignée la star hideuse de son film. Donc, déjà, le titre du film, c'est Tarantula. Donc, elle a vraiment tout l'honneur, cette araignée. Alors, elle est anormalement gigantesque puisqu'elle a été modifiée. Son ADN a été modifié par un nutriment chimique qui a été mis au point par le scientifique Dimmer, puisque cet homme-là voulait réduire les problèmes de famine. Sauf qu'à vouloir trop se prendre pour Dieu, on finit par se brûler les ailes. Hein. C'est clairement la morale du film, une morale qu'on va retrouver également dans l'excellent L'homme qui rétrécit. Alors, le film commence et il va poser les bases de ce que va être l'intrigue. C'est complètement crépusculaire. On va avoir un homme qui va avoir le visage complètement déformé, atteint donc d'acromégalie. Il marche dans le désert de l'Arizona, où se situe l'action, et il va succomber à ses blessures. Donc il y a le shérif de la petite bourgade qui va contacter le docteur Hastings pour qu'il examine le corps et qu'il tire ses conclusions. En parallèle, on a un deuxième scientifique qui est aussi un collaborateur du docteur Dimmer, donc ça on va l'apprendre par la suite. Pareil, il va avoir le visage déformé, il va devenir fou et il va détruire le laboratoire où il y avait les manipulations génétiques, ce qui va conduire notre chère Tarentule à s'échapper. Juste avant, on avait vu des scientifiques qui travaillaient sur elle. Elle a reçu une vingtaine d'injections déjà, cette araignée. Alors, elle n'est pas encore gigantesque. Elle est déjà d'une belle taille. Je dirais qu'elle a la taille d'un chien à peu près. Donc, je peux vous dire que quand on craint les araignées, ben, franchement, ça fout des frissons. Et ce qui est intéressant avec Tarantula, c'est que Jack Arnold, donc je le disais, il a vraiment tout misé sur une grande effets spéciaux pour l'époque. Et en fait, ils ont utilisé des calques, des effets de trucs, des superpositions d'images. Ce qui fait que par l'illusion de l'optique, on va avoir une véritable araignée qui est agrandie sur l'écran. C'est un procédé qui va remettre à l'œuvre dans l'excellent Homme qui rétrécit lorsque le protagoniste se bat avec l'araignée dans les dernières minutes. C'est vraiment un grand moment de tension, je trouve. Alors, ce qui est aussi intéressant, Jack Arnold, il va faire en sorte, il va vraiment dynamiser ses plans, en fait. Donc, il va beaucoup utiliser de plans subjectifs. Il va être un des premiers à le faire dans le genre de l'horreur, en fait, de la série B. Ça va être évidemment beaucoup repris par la suite jusqu'à nos jours. Donc, l'idée, c'est que le spectateur va passer un petit peu de l'état de proie, comme s'il était pris dans les toiles invisibles que tissait l'araignée immobilisée lorsqu'il la voit s'approcher vers lui, à l'état de prédateur. Parce qu'à un moment, il va épouser le point de vue de l'araignée, notamment lorsqu'elle s'abaisse vers ses proies pour les dévorer. Donc c'est par exemple cette séquence époustouflante qui est pour moi l'une des plus réussies avec le bétail, lorsque l'araignée va surplomber un enclos à cheval et on sait ce qui va se passer, on s'imagine que des chevaux ils vont y laisser leur peau. Ce qui est intéressant dans ce plan, dans cette séquence,
c'est la perspective en fait du cadre. Jack Arnold, il va représenter l'araignée qui va être représentée en haut à droite, immobile, elle se découpe sur le ciel gris en arrière-plan, et on va voir en premier plan les chevaux terrifiés qui bougent en fait. Je trouve que c'est un plan qui est très efficace, on a l'impression déjà de voir un tableau animé, et ça ajoute énormément à l'attention. Ensuite, il va faire une alternance de plans, je parle un peu vite, pardon. Donc, on va voir la tarentule s'avancer vers des chevaux et les plans de ceux-ci affolés, et puis la fameuse mandibule, la patte qui va se lever pour choper un des chevals. Donc, ça paraît simple, mais franchement, ça marche du tonnerre. Et encore une fois, les effets spéciaux de 1955 n'ont pas à rougir à notre époque, ils restent considérablement bien faits. Et franchement, je pense que même un enfant de 7 ans peut être impressionné devant ce film. Honnêtement, c'est vraiment très, très, très époustouflant. Ce qui est intéressant, c'est que le désert de l'Arizona, c'est un petit peu un personnage à part entière du film. Donc les décors naturels, ça renforce aussi l'atmosphère du film. Donc le désert, on le voit du début à la fin. Au début, comme je vous disais, c'est le personnage atteint d'acromégalie qui va succomber de ses blessures. Et puis le final du film se situe toujours en plein désert. C'est la fameuse attaque, la pulvérisation au napalm de l'araignée que l'on doit à ce cher Clint Eastwood, dont c'est l'un des tout premiers rôles. Je crois que c'est son 2e ou 3e rôle, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas son tout premier, il avait déjà joué auparavant. Donc il a 25 ans à l'époque. On reconnaît clairement son regard, son magnifique regard d'ailleurs au-dessus du masque, du casque, pardon. Et donc, il va donc pulvériser la bestiole. C'est donc un véritable héros. Hein. Donc, je tenais à signaler qu'en 1955, on est en pleine époque de la guerre froide. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les monster movies, les films de série B, ils mettaient souvent en avant le triomphe de l'homme sur le monstre. Le monstre ne peut pas triompher, en fait. Parce qu'il faut montrer une certaine suprématie de l'Amérique face au monde. Hein, ceux qui ont l'arme atomique, on connaît un petit peu cette imagerie-là. Ça, c'est pas inintéressant, je trouve. Mais ce que je voulais quand même signaler, c'est que Jack Arnold se situe quand même un peu en marge de ses contemporains d'époque. Lui, il n'est pas du tout dans le macartisme, dans la puissance à tout prix. Au contraire, c'est un cinéaste que je qualifierais plutôt de poétique et qui est très moraliste parce qu'il va beaucoup mettre en garde, en fait. En représentant des scientifiques qui veulent jouer à Dieu, on voit que l'araignée, en fait, pour moi, à mon sens, c'est pas elle, le véritable monstre du film. Elle n'est que la victime, en fait. Tout a commencé par des expériences qui ont mal tourné. Donc Jack Arnold, il tire en quelque sorte la sonnette d'alarme. En 1955, il est quand même l'un des premiers à le faire. Et c'est assez intéressant, je trouve. Donc je dirais que plus de 65 ans après sa réalisation, je ressens toujours des frissons à voir cette gigantesque tarentule se rapprocher de nous, de l'écran. Et franchement, on n'aimerait pas être à la place des personnages du film. Voilà. Merci à toi, Noémie. On va voir la bande-annonce. Hein. Merci à vous. Circumstances were to magnify one of them in size and strength, took it out of its primitive world and turned it loose in ours. Then expect something that's fiercer, more cruel and deadly than anything that ever walked the earth. Even science was stunned. The new atomic miracle should have been mankind's greatest boon. Instead, when such power to cause phenomenal growth proved dangerously unstable, man was confronted with this most shocking blunder. The isotope triggered our nutrient into a nightmare. A blunder that transformed a tiny insect into the 100-foot spider that was now ravaging the panic-stricken countryside.
je suis persuadé. Voilà, alors on va continuer avec Justin, et il aime bien Mr. Hitchcock. Ouais, c'est ça. Alors moi, ce soir, je vais vous parler des oiseaux d'Alfred Hitchcock. Absolument. Alors, je vais pitcher vite fait le film. Alors, on y suit Mélanie, jouée par Tippi Hedren, qui est tombée amoureuse d'un homme en ville, la ville de San Francisco. Et cet homme est en fait venu acheter des inséparables. Alors, ce jour-là, il les avait pas trouvés, mais elle s'est démerdée pour les trouver et les lui ramener dans la ville de Bodega Bay. Et en arrivant dans cette ville, c'est là que va commencer les ennuis pour elle et qu'elle va découvrir ce que les oiseaux ne sont pas franchement si gentils que ça. Alors, je vais vous parler de deux faits qui ont influencé Alfred Hitchcock. Le premier, bien sûr, c'est l'adaptation de la nouvelle de Daphné du Maurier, The Bird, et qui raconte comment un groupe de fermiers et sa communauté vont faire face à des oiseaux kamikazes. Le deuxième, et c'est celui qu'on entend le moins, c'est que le film Les Oiseaux est inspiré aussi d'un fait réel qui est arrivé 2 ans avant, c'est-à-dire le 18 août 61 pour être précis. Dans une nuit de grand brouillard, vers 3 heures du matin, en fait, les gens de la ville de San étaient les oiseaux qui fonçaient et qui venaient mourir carrément. Et du coup, paniqués, ils sont sortis de leur maison avec leur lampe torche. Problème, c'est que les oiseaux attirés par la lumière ont commencé à foncer sur eux. Donc, ils ont rebroussé le chemin, revenus dans leur maison et attendu que tout se calme. Au matin, ils sont sortis et là, ils ont trouvé des cadavres d'oiseaux qui jonchaient toutes les rues. En plus de ça, ils ont trouvé des traces de vomi et ces vomis contenaient des squelettes de poissons. Alors, pour la petite histoire, pour conclure le pourquoi du comment, c'est que cette même attaque a eu aussi lieu en 91, donc 20 ans plus tard, et en analysant les poissons, on a découvert qu'il y avait une toxine dedans qui faisait que les oiseaux étaient complètement désorientés et les rendait complètement fous. Donc, ces deux événements, Alfred Hitchcock va s'en inspirer. D'ailleurs, il y a une trace de cet événement de 61 puisqu'il a repris un article du journal qui sera lu par l'un des protagonistes. Donc, on sait tous que Alfred Hitchcock, c'est un maître de suspense, c'est indéniable. Moi, ce soir, ce que je vais vous parler, c'est surtout des artistes qui vont l'entourer et qui vont l'aider justement à faire de ce film le maître étalon du genre. Le premier, c'est le dresseur d'oiseaux Ray Berwick. Parce que oui, au cas où vous douteriez, on a utilisé de vrais oiseaux, de vrais corbeaux et de vraies mouettes. Et j'en veux pour preuve la scène, pas la scène de l'attaque de l'école qui s'attaquait par les corbeaux, mais celle avant, qui préparait justement cette scène-là. Et cette scène, c'est la scène de l'anniversaire de la fille de Mitch Brenner, justement, où la fille se fait attaquer véritablement par une mouette qui a été dressée pour attaquer, sans blesser, bien sûr. Alors, pour ça, ils ont utilisé une de ces mèches de cheveux, en fait, c'était comme ça, parce que l'actrice principale, au début, quand elle traverse, parce qu'elle est obligée de traverser une rivière pour pouvoir rejoindre la ville, elle se fait aussi attaquer. Et ils ont utilisé une laque spéciale en déplaçant légèrement la mèche de cheveux pour que la mouette puisse reconnaître que c'est cette personne-là qui doit attaquer. Et franchement, d'après les dires de Ray Berwick, il s'est amusé comme un fou. D'ailleurs, il a fait une petite blague à l'acteur principal puisqu'il lui a assigné, entre guillemets, un corbeau qui venait l'attaquer à chaque fois. Non, vraiment, chaque fois qu'il venait sur le plateau, il se faisait attaquer. Et l'acteur principal, joué par Rod Taylor, il avait beau essayer de l'éviter, faire ce qu'il peut, il ne pouvait pas. Le corbeau le reconnaissait à chaque fois. Donc, premier génie du genre, Ray Berwick, le dresseur d'oiseaux. La deuxième personne, c'est celui qui s'est occupé des matte painting et des effets visuels du film, Ben Whitlock, qui a fait des matte painting, mais franchement, c'est des tableaux de maître. Vous voyez le film, c'est impossible. Vous dites c'est la vie, mais en fait, non, ce sont des matte painting, des trucs peints à la main. Et ça se voit surtout dans la scène que moi j'appelle la scène de Pearl Harbor. C'est une scène où on voit justement la ville de Bodega Bay en plongée, vraiment haut, ce que Hitchcock appelle le point de vue de Dieu. Bon, le nom c'est un peu de la démagogie, mais c'est pas grave. Et dans ce plan-là, donc on voit la ville où un incendie s'est déclaré à la station-service. Et à ce moment-là, on voit apparaître, ça dure 2 secondes, vraiment 2 secondes, et là, dans le champ, arrivent des mouettes, quoi. Enfin,
D'habitude, quand on voit des mouettes, ça a plutôt un effet humoristique. C'est les dessins animés de Chuck Jones, voilà, quoi, ça nous fait rire. Mais là, non. C'est-à-dire qu'ils arrivent, on dirait l'attaque vraiment du Pearl Harbor, de Pearl Harbor. Vraiment, on dirait les attaques, en fait, on dirait des héros japonais. Et c'est incroyable, on a vraiment peur. C'est ça que j'essaie de faire. Il y a une vraie dichotomie entre ce qu'on pense des mouettes et ce qui arrive dans le film. Parce que si vous prenez le film Pearl Harbor, par exemple, de Michael Bay, et que vous remplacez les héros japonais par des mouettes, ça n'aura pas le même effet, mais vraiment. Mais là, c'est tout autre. On a peur pour eux. Et on sent qu'ils vont mourir. Et il y a un troisième luron, et je terminerai là-dessus. C'est le compositeur, son compositeur attitré, Bernard Herrmann, qui, au lieu de composer des chansons orchestrales, va plutôt essayer de donner dans les bruits sonores. Et surtout dans ces bruits d'oiseaux qui reviennent à chaque fois et qui font flipper, quoi. Honnêtement, parce que j'ai envie de le citer, Nico, je sais que tu me regardes, qui m'a dit, et qui est un collègue qui est beaucoup plus jeune, hein, il est de 93, et qui a vu le film récemment, parce qu'il savait que j'allais le faire pour le podcast, et qui m'a dit qu'il avait trouvé malaisant, qu'il avait été traumatisé. Donc, non seulement Alfred Hitchcock, à part sa mise en scène d'une minutie, mais mathématique, on sent que le travail qu'il a effectué pendant la période du muet l'a beaucoup influencé. Il a beaucoup aidé à faire ce film. Surtout que quand on sait que juste avant, il sortait du succès triomphal de Psychose, là, il récidive. Mais en plus de ça, il récidive en étant novateur. Parce que des films qui montrent des oiseaux tueurs, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas, c'est le premier. Et avec ça, de cette confluence d'éléments, la mise en scène d'Alfred Hitchcock et de ces trois personnes dont je viens de vous parler, le film est une tuerie dans tous les sens du terme. Il est magistral. En plus d'avoir des acteurs de haut niveau, que ce soit des adultes et des enfants, là, avec ce film, on ne regarderait plus les mouettes de la même manière. Non, mais je vous assure. Parce que faire peur avec des mouettes, il fallait le faire, il fallait y penser. Eh bien, lui, il y a fait. Et j'aimerais, pour terminer et vraiment conclure sur ça, vous faire une petite recommandation. Si vous voulez passer une bonne soirée, je vous conseille Les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Avec ça, vous prenez The Mist de Frank Darabont, qui présente exactement la même structure narrative. Mais vraiment, on sent que Stephen King a été traumatisé lui aussi, c'est sûr. Et vous finissez avec l'un des fleurons de la filmographie de Zack Snyder, Le Royaume de Gaoul, qui raconte l'histoire d'une guerre fratricide entre chouettes. Et là, c'est bon, quoi. La soirée est assurée. Mais vraiment. Mais ce film fait peur dans tous les sens. Hein. Les oiseaux d'Hitchcock. Un conseil. Voilà. Merci à toi. C'est un film qui a traumatisé tout le monde, de toute façon. Hein. Les oiseaux d'Hitchcock. Hein. Ça paraît quelque part normal, puisque Hitchcock est quand même un grand maître en la matière. Et voilà. Donc, nous allons. Oui. Il y a une très un double coup. Hein. Quand les deux acteurs principaux ressortent de la maison, il y a tous ces oiseaux qui sont posés. Je trouve que la scène elle est très effrayante aussi. Et je crois qu'elle a été reprise dans le livre de la jungle à un moment donné. Il y a deux scènes qu'il faudrait comparer, mais je pense que le livre de la jungle, le dessin animé de Disney, a repris cette scène, ou alors je ne sais pas lequel. Si, je vois la scène. Tu parles quand les oiseaux sortent de la cheminée, non? Et qu'il y a une nuée d'oiseaux qui ressortent comme ça d'un coup. Faut voir si le dessin animé est sorti avant le film ou si c'est l'inverse, je ne sais plus. Mais en tout cas, les deux scènes sont très similaires, quoi, c'est ça. Ouais, similaires, ouais. Ok, super. Hein, on va voir la bande-annonce. Ça permettra de se souvenir du film lui-même, qui était très impressionnant et qui l'est toujours. The bird attacks have subsided for the time being. Bodega Bay seems to be the center, though there are reports of minor attacks on Sebastopol and a few on Santa Rosa. Most of the townspeople have managed to get out, but there are still some isolated pockets of people. Birds are not aggressive creatures, miss. I wonder if you could help me. They bring beauty into the world. I said I wonder if you could help me. It is mankind, rather. Yes, what is it you're looking for, sir? Lovebirds. Lovebirds, sir?
who insists upon making it difficult for life to exist upon this planet. What were the crows after at the school? What do you think they were after? I think they were after the children. For what purpose? To kill them. Someone there? Who is it? Look. No, it seemed to swoop down at you deliberately. These birds attacked. Show me your faces! Show me your eyes! Why are they doing this? They said when you got here the whole thing started. What are you? Where did you come from? I think you're the cause of all this. I think you're evil! Evil! Merci à toi, Abou. Une émission difficile, hein. Au niveau de la technique, je te remercie vraiment énormément. C'est pas facile. Alors, vous êtes dans Ciné Forever sur Fréquence FM. Et nous continuons toujours cette émission sur les animaux tueurs au cinéma. Alors, mon ami Serge, à toi de jouer. Tout d'abord, je salue chaleureusement les auditeurs et je vais vous parler de Orca, un film sorti en 1977 et réalisé par Michael Anderson. Alors, sur les sites Sens Critique et IMDb, il a des notes très moyennes. Il est en effet considéré comme un simple ersatz des Dents de la Mer. Est-ce le cas? J'ai tenté de vous le dire dans cette chronique. Alors, que raconte Orca? Alors, Orca raconte l'affrontement d'un orque qui tente de se venger du capitaine Nolan, qui a par accident tué sa compagne femelle et son petit. Et donc, le film est réalisé par Michael Anderson, qui est un cinéaste, un réalisateur britannique, et il n'est pas considéré comme un auteur, mais plutôt comme un bon faiseur, un bon artisan d'Hollywood, comme il y en a tant. Il a notamment réalisé et mis en scène Le Tour du monde en 80 jours. Le film, c'est la version sortie en 1956 et qui est à mes yeux la meilleure adaptation. Il a réalisé un petit film de science-fiction culte dans les années 70, c'est le fameux Âge de cristal, qui a eu un beau succès. Il a rapporté 50 millions de dollars et il y a eu une série télé, on va dire, de qualité plutôt moyenne. Et justement, il a également collaboré à une série dans les années 80, c'est l'adaptation des Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Alors, le film est tourné en partie dans un aquarium, mais surtout en milieu naturel. Et on a utilisé pour ce film des vrais orques, car les orques, comme vous le savez probablement, on peut facilement les dresser. Ce sont des animaux très intelligents, qui ont une grande mémoire et qui sont monogames, ce qui justement justifie l'intrigue. Si vous voulez dresser un requin blanc, eh bien, appelez-moi, je viens avec une caméra pour vous filmer avant que vous fassiez becter. En tout cas, le film, c'est aussi, le film est composé, la bande originale est composée par le regretté Ennio Morricone, et c'est une musique très touchante qui épouse parfaitement les images qui sont poignantes et violentes par moments. Et je peux dire de façon privée que j'ai vu le dernier concert d'Ennio Morricone à Paris. Et c'est un des plus beaux concerts qui m'a été donné de voir. Et sa mort m'a beaucoup touché.
Alors le casting, on peut dire que c'est un casting 4 étoiles de ce film, puisqu'il y a Richard Harris qui campe donc le capitaine Nolan, et je le trouve, comme d'habitude, il est impeccable dans ce rôle. Il y a Charlotte Rampling qui interprète une biologiste marine. Alors moi, j'ai un petit problème avec ce personnage, car au début, comme vous en doutez, elle est contre le fait que le capitaine Nolan tente de capturer un orque pour le vendre dans un aquarium. Et au fur et à mesure, il y a une sorte de petite histoire, une amourette qui se déclare, et je ne trouve pas ça crédible, moi. Il y a une autre actrice, c'est Bo Drake, qui est là et c'est son premier rôle au cinéma. Et il y a un acteur que j'aime spécialement, et je vais un petit peu en parler, c'est Will Sampson. Vous allez me dire, c'est qui Will Sampson? Eh bien, c'est un acteur américano-indien qui est grand par le talent et grand par la taille, parce qu'il mesurait 1,96 m. Et vous allez me dire, c'est qui? Si je vous dis que c'est l'Indien qui jouait dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, Le Bison Blanc et Poltergeist 2. Et d'ailleurs, il était très malade lors du tournage de Poltergeist 2 et il est mort au moment du tournage. C'est qui a alimenté cette fameuse malédiction, entre autres, qui tourne autour de la saga Poltergeist. Et je pense que vous vous souvenez de cet acteur qui est particulièrement charismatique. Alors, on compare souvent le film, comme je dis, c'est un ersatz des Dents de la Mer. Tout d'abord, Les Dents de la Mer, c'est un vrai film de monstre, comme c'est le cas comme Tarantula qu'a chroniqué Noémie. Tandis que Orca, ça n'a rien à voir. Jamais il est monstre, mais un animal qui souffre et qui tente de se venger. Et il y a quand même pas mal d'hommages qui sont rendus dans Orca par rapport aux Dents de la Mer. C'est-à-dire que dès l'ouverture du film, on ne peut pas s'en empêcher, il y a un requin blanc qui attaque la biologiste marine. Et il y a un second hommage, celui-là, il est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire que le bateau Quint, le bateau du capitaine Quint qu'on voit dans Les Dents de la Mer, s'appelle Orca. Et il y a un autre hommage, et là ça me tue de le dire, mais je suis obligé, c'est Les Dents de la Mer. Les suites ont également rendu hommage à Orca, malheureusement, et notamment Les Dents de la Mer 4, dit La Revanche, puisque l'intrigue, c'est un requin mâle qui perd sa femelle et tente également de se venger. Mais inutile de vous dire que la qualité n'est pas la même, car Les Dents de la Mer 4 est un nanar cosmique. Alors, on a aussi comparé le film avec Moby Dick. Là non plus, ça n'a pas grand-chose à voir. Moby Dick, c'est avant tout un affrontement métaphorique entre le bien et le mal. Et dont Orca, c'est un peu plus terre à terre. C'est tout simplement, ça met en avant le conflit des démons intérieurs. Mais cette idée-là est intéressante, que ces graines... Il y a une capitaine Nock, puisque lui aussi a perdu sa femme et son enfant lors d'un accident de voiture engendré par un chauffard alcoolique. Et donc, il commence au fur et à mesure dans l'intrigue à comprendre et à s'identifier au point de vue de l'orque ce qui l'effraie. Et ça, cet élément est quand même assez original et rend vraiment le film très intéressant, je trouve. Alors oui, c'est vrai, Orca, c'est pas un chef-d'œuvre. La mise en scène est peut-être un peu impersonnelle, mais elle est quand même très efficace. Notamment les fameux affrontements, les fameuses attaques du requin sont spécialement spectaculaires et bien orchestrées. Mais peut-être que la meilleure scène du film, et tous ceux qui l'ont vu s'en souviennent forcément, c'est la mort de l'orque femelle et de son petit, et qui est sous les yeux de l'orque et de l'orque mâle, donc, et c'est une scène particulièrement violente et touchante. Et lorsqu'on voit le film,
on ne peut pas l'oublier. On peut bien évidemment regretter, mais moi, ça ne m'a pas gêné, le côté un peu trop anthropomorphique, c'est vrai. C'est vrai que le réalisateur tire vraiment sur la corde. On voit même carrément l'orque pleurer. Alors, il y a un gros plan sur les yeux. Bien évidemment, les orques ne pleurent pas, mais c'est un animal qui a quand même pas mal d'émotions, un peu comme les dauphins, c'est un mammifère. Et moi, je marche avec ce film. Moi, je n'ai aucun problème à éprouver des émotions et vraiment apprécier l'ensemble de ce long métrage. Le générique de fin, la chanson de fin est toujours composée par Ennio Morricone et interprétée par la chanteuse Carol Connor. Et le titre de cette chanson, c'est My Love, We Are One. Mon amour, nous ne faisons qu'un. Eh bien, lorsqu'on se remémore ce qu'on a vu, eh bien, on ne peut, c'est difficile de ne pas pleurer en écoutant cette chanson, à moins d'être évidemment une statue de pierre. Alors, en conclusion, je peux dire que non, Orca n'est pas un film de monstre, c'est un film, et là je sais que je pousse un peu le bouchon un peu loin, mais j'assume, c'est pour moi une œuvre humaniste et écolo qui met en avant la sauvegarde des espèces en voie de disparition et la nature, au même titre que des films comme White Dog, alias Dressé pour tuer de Samuel Fuller, ou plus récemment, il ne faut pas confondre, White God, qui lui aussi raconte la révolte des chiens face à la cruauté des hommes. Et en tout cas, il y a une chose est sûre, vous êtes probablement d'accord avec moi, que Orca est forcément plus touchant et plus puissant que le guimauve Sauver Willy et sa suite. Et là, je rêve de le faire, je vais le faire là. Ici Serge, ici les studios, je rends l'antenne. Merci à toi, Serge, pour ta critique. Normalement, nous avons la bande-annonce à bout du film Orca. Merci à toi. Romans called him Orca Orcinus, Latin for bringer of death. He is without challenge the most powerful animal on the globe, the killer whale. Orca has 48 teeth, set in 2 impressive rows. In some respects, the orca's intelligence may be even superior to man's. They remain loyal to one mate for life. As parents, they are exemplary, better than many human beings, and like human beings, they have a profound instinct for vengeance. An innocent creature is destroyed by an act of human cruelty, and the ultimate battle of man against nature begins. Dino De Laurentiis presents Orca. Can you commit a sin against an animal? He followed you. He saw you on the deck of the boat. They always remember the human being who had tried to harm them. He deliberately left you your boat because he wants to fight you on the sea. I won't do that. Now the fish have vanished from the fishing grounds. And it's all because of your whale. In fact, I won't fight him at all. You're not even man enough to accept the excitement of his challenge. I'll fight you! You're a vengeful son of a... Orca, starring Richard Harris, Charlotte Rampling, Will Sampson, Keenan Wynn. A spectacular adventure. From the depths of the sea to the top of the world. It's going to be a fair fight on equal terms. A fight to the death. Nolan! Between the 2 most dangerous animals on Earth. What in hell are you? Man and Orca. Voilà, à bout.
Merci à toi, Abou, à la technique. Je pense que la bande-annonce en langue originale, c'est quelque chose, hein, Serge. Hein. Et puis, tu as fait une très belle critique. C'est gentil, donc, merci. Et puis, on peut te retrouver aussi à faire tes émissions que tu fais sur YouTube aussi. Hein. Geek in World, un peu de pub. Voilà, c'est normal. Non. C'est normal. Et plus, il a un film qui ressemble un peu à son surnom quelque part. Bon. Bah moi, je vais vous parler de Piranha 3D. Je sais ce que vont me dire mes confrères et ma consoeur. Ah bah comme par hasard, c'est marrant que tu aies choisi ce film. Bah vous me connaissez, hein. Vous savez très bien que j'aime les poissons. Et particulièrement ceux qui bouffent des culs en string. Une expression à prendre dans tous les sens du terme. Oui, je sais, ce n'est pas très fin et ça tombe bien, l'œuvre non plus. Au menu du spectacle, un maxi best-of filet aux fiches avec du boule rebondi, des concours de t-shirts mouillés qui laissent entrevoir des poitrines généreuses et des membres arrachés. En veux-tu, en voilà. Et en parlant de membres, j'ai une pensée toute particulière au personnage incarné par Jerry O'Connell. Ceux qui ont vu le film savent à quoi je fais allusion. Alexandre Aja nous gratifie d'une grosse série B qui tâche et qui frôle parfois le Z, à en juger par certains effets spéciaux. L'auteur du remake de La Colline à des yeux nous a pas arnaqué sur la marchandise. Comme c'était écrit sur l'affiche, ça sera Sea, Sex and Blood. En gros, le pitch, Spring Break attaqué par des poissons préhistoriques et carnivores. Et ça, j'achète. Le film est un véritable fouloir fun et sanglant. À travers Piranha 3D, on sent l'amour que porte notre réalisateur Frenchy au cinoche de genre. Il nous gratifie de séquences aussi gore que jouissives, à l'instar de la fameuse grande scène de massacre où des centaines de fêtards se font déchiqueter, le tout avec des maquillages et autres effets gore tout droit sortis d'un Brain Dead, signé Peter Jackson. Une scène grandiose et grand guignol qui a nécessité de centaines de milliers de litres de faux sang. Autant vous dire que notre Alex n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir aux spectateurs des séquences de massacre d'anthologie. C'est clair qu'au niveau spectacle, le film remplit largement son contrat, avec une réalisation sacrément efficace, un humour aussi con que ravageur, du gore généreux et des filles sexy et dépravées. Ah, qui ne se souvient pas du fameux numéro de ballet avec ses sirènes nues aux courbes plantureuses. Si le film ne brille pas par son scénario, il a au moins le mérite d'être limpide et sans fioriture. Quant à la 3D, qui n'est autre que de la conversion, il est inutile de vous dire qu'elle n'est qu'un gadget qui ne sert pas à grand-chose en fin de compte. La version 2D suffit amplement. Côté casting, on a quand même droit à des têtes d'affiche pas dégueu. On retrouve Elizabeth Shue, qui assure en shérif, Ving Rhames, qu'on a vu aux côtés de Tom Cruise dans la saga des Missions Impossibles, Adam Scott, qu'on a pu voir dans le très sympathique Krampus de Michael Dougherty, ou encore Jerry O'Connell, star de la série Sliders. Yeah! On a aussi des guest stars de premier choix avec une apparition d'Eli Ross qui n'hésite pas à mouiller le maillot de nos babes à forte poitrine. Mais on a aussi droit à de sacrés clins d'œil avec notre doc international Christopher Lloyd. Sans parler du caméo de Richard Dreyfuss qui accentue la référence des Dents de la Mer de Steven Spielberg. Mais pas que. Si je vous dis Riley Steele, Gianna Michael ou encore Ashlyn Brooke, vous me dites oui, je sais, là on parle d'un secteur particulier. Les fans de vidéos avec un grand X et de YouPorn reconnaîtront sans mal les coucou. Piranha 3D est le digne héritier d'un cinéma révolu, une péloche d'exploitation décomplexée où la gratuité et le fun sont de mise. Aja se fait comme un enfant, jouant avec des poissons carnassiers et nous aussi avec la même occasion. Certes, ça ne vole pas très haut, débridé, potache et savamment orchestré. Une pure déconnade qui ne se prend jamais au sérieux, mais ça ne l'empêche pas d'être exécuté de manière honnête et rigoureuse. C'est une lettre d'amour au cinéma bis qui est à la hauteur de nos attentes. Amateurs de paires de nibards, de poiscailles meurtriers, de tripailles et d'émasculation, ne passez pas à côté de ce spectacle jubilatoire et tellement rare de nos jours, à dévorer sans modération. Merci. Je te remercie, Tom, pour cette critique. Et puis, c'est vrai que le film est vraiment d'enfer pour ceux qui aiment le cinéma fantastique et gore. On en prend plein la poire, on va dire. C'est clair. Et plein les yeux. Voilà. Et pour le... Ah, il faut le voir, le film. Et en plus, réalisé par un Français, c'est quand même, t'arrives pas tous les jours. C'est clair.
Voilà, alors on va continuer avec Samuel pour Razorback, hein, c'est ça? Razorback, c'est ça, on va changer de continent, on va changer de bestiole. On va parler donc de Razorback. Je suis vraiment content que tu parles de ce film-là parce que c'était un film de à l'époque. Et donc, je suis très content que tu parles du film de Mulcahy, hein, qui est un réalisateur qui a vraiment compté pour nous, hein, à notre époque. Ouais, enfin, donc, c'est son premier film d'ailleurs, hein, signé, parce qu'avant c'était un réalisateur de clip. Et donc, il signe ce film en 84. Et ensuite, il va connaître un plus grand succès avec Highlander après. Et puis après, il y aura Highlander 2. Et là, ça va être le début du déclin, hein, pour lui. Hein. Donc, jamais il retrouvera ni le succès critique, ça c'est sûr, ni le succès commercial d'ailleurs, parce qu'il a fait quand même peut-être une vingtaine de films et aucun n'a vraiment marqué. Oui, c'était le roi des clips, hein, quand même. Hein. C'est ça. Donc au final, dans sa filmographie, malheureusement, c'est une carrière un peu gâchée, je pense, pas mal par Highlander 2. Hein. Ouais. Voilà. Donc, mais bon, en tout cas, premier film, donc Razorback. Alors, donc, je vais parler brièvement de l'histoire. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, le film parle d'un Razorback monstrueux et terrifiant, l'Outback. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un Razorback? Parce que un Razorback, c'est en fait un cochon marron, particulièrement courant en Australie, il n'y en a pas en Europe, dont l'aspect, en fait, est assez proche du sanglier. Voilà. Et évidemment, celui du film, c'est pas le petit cochon qu'on peut voir dans une ferme, il est évidemment monstrueux, géant, etc., terrifiant. Voilà. Je vais pas spécialement m'étendre plus ça sur le scénario parce que je pense que c'est pas forcément l'intérêt principal du film. Il y a quand même un sous-texte, on va dire écologique, parce qu'on suit en fait au tout départ une journaliste qui, on va dire, fait un reportage entre guillemets sur les chasseurs de kangourous qui sont présentés comme des abrutis finis. Et voilà. Mais bon, on va dire que donc, le principal intérêt n'est pas le scénario et on va définir grosso modo donc Razorback un peu comme quelque sorte les Dents de la Mer version sanglier. Voilà, pour résumer grosso modo le film. Donc, en fait, si l'intérêt du long métrage ne se situe pas forcément dans l'histoire, il se situe ailleurs. Alors, pour tout dire, en fait, c'est un film que je connais depuis de nombreuses années. Ce n'est pas un film qui, avant, j'appréciais, mais sans porter forcément le film au nu. Et puis, il y a 2-3 ans, j'ai acheté en fait le Blu-ray. Voilà. Et j'ai carrément redécouvert le film. C'est comme si c'était un nouveau film pour moi que je voyais, parce que la restauration est magnifique. Et surtout, en fait, on voit la principale qualité du film, c'est-à-dire sa photographie, quoi. En fait, le film est truffé de plans magnifiques, de plans géniaux, de plans éblouissants. Mettez tous les mots que vous voulez. En fait, le directeur de la photographie, c'est James Simler. Il a commencé en fait avec Mad Max 2. Ensuite, il a enchaîné avec ce Razorback et là où ça donne des plans. Vous pourrez aller voir en tapant simplement images Razorback, vous verrez, c'est assez éblouissant les images qu'il obtient dans ce film. Et puis ensuite, évidemment, comme beaucoup d'Australiens, ils sont en fait aspirés par Hollywood pour le meilleur ou pour le pire. Plus souvent d'ailleurs pour le pire que pour le meilleur. Et surtout, il a obtenu ses créations avec Danse avec les loups, pour lequel il a obtenu simplement l'Oscar. Voilà. Mais c'est quand même avec Mad Max 2 et Razorback qu'il a fait au tout départ sa réputation. Et celle-ci n'est pas à envier quand on voit le résultat final, qui est très très réussi. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le film c'est un peu les Dents de la Mer version requin. Et donc, pour cela, Mulcahy a retenu la leçon de Spielberg, c'est-à-dire je montre pas trop le monstre et plutôt
Donc, en fait, le film joue plus sur l'attente, le suspense, mais pas tellement sur le monstre. On le voit finalement assez peu. Il n'y a pas tant d'attaques que ça. Et il n'y a pas, en tout cas, c'est pas un côté spectaculaire à tout bout de champ, mais ça joue sur l'ambiance, sur l'attente et le suspense. Et mélanger tout ça avec la super photographie, et ben ça donne un résultat très, 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 très sympathique. Justement, parlons du monstre. Il a été réalisé à l'ancienne, en animatronique, pour un coût total de $250,000. Et on va dire qu'impressionné par le résultat, Spielberg a contacté Mulcahy pour lui demander comment ils avaient fait avec ce budget pour obtenir ce résultat. Donc c'était un peu en fait le maître qui rend hommage à l'élève. Donc avec ce film, on a le meilleur film de sanglier. Et alors là, vous allez me dire, oui, mais alors là, c'est pas bien compliqué parce que des films d'attaque de sangliers, il n'y en a pas tellement. Alors, je vais en profiter justement pour faire un tout petit tour de panorama. J'en ai sélectionné 3, j'en connais d'ailleurs pas d'autres. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ce n'est pas un genre florissant, on va dire. Je commence avec le plus récent, c'est Boar. C'est un film australien aussi. On est très loin du niveau de Razorback, mais ça reste sympa à regarder. Sinon, en 2011, on a un film français. C'est pas vraiment un film spécifiquement sur des attaques sur un monstre, un sanglier. Ça s'appelle La Traque, qui est pas forcément totalement abouti, mais qui a par certains aspects assez intéressants. Donc, il est à voir. Et il y a aussi les Coréens qui se sont attaqués au film de sanglier avec Shaw. Et là, c'est une énorme déception. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça très mauvais. Alors, autant la partie attaque animale est très réussie, autant, comme souvent d'ailleurs dans les films coréens, il y a un humour, une lourdeur totale qui fait qu'en plus c'est très long, ça dure 2 heures. Donc, grosso modo, c'est un quart attaque animale, 3 quarts humour avec des flics ou des villageois complètement débiles. Bref, à fuir totalement. Et d'ailleurs, vous l'avez compris, même si je vous ai parlé de ces 3 films, je pense que le mieux, c'est de revoir Razorback. Et si possible en Blu-ray, vous verrez, vous n'aurez pas du tout l'impression de voir le même film que celui que vous avez vu il y a 20 ans sur Canal ou VHS. Le film est de toute beauté. Voilà pour Razorback. Merci à toi, Samuel. Je vois que tu as vraiment apprécié ce film, comme moi, comme beaucoup de gens à l'époque. Et c'est un film important. Alors, on va terminer avec Julien. Julien, es-tu là? Je suis là. Et bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Et donc, je vais vous parler d'un film qui est indissociable de son réalisateur. Je vais vous parler de Phase 4 de Saul Bass. Saul Bass, qui est quelqu'un que vous connaissez, même si vous ne le connaissez pas. C'est un graphiste qui est né dans les années 20, qui est fortement influencé par l'école allemande du Bauhaus et du constructivisme russe, et qui va se faire connaître surtout pour des affiches de cinéma et des génériques que vous avez nécessairement vus, et dont il révolutionne plusieurs codes. Déjà, il transforme ces 2 supports en œuvres d'art. Il faut savoir qu'avant Saul Bass, une affiche ou un générique, c'était strictement fonctionnel. Un générique, c'était un défilé de noms, une affiche, c'était un support publicitaire à peine plus travaillé, quand toutefois il était travaillé, et voilà, on mettait une image du personnage principal ou un extrait du film, mais on n'allait pas chercher quelque chose d'artistique. C'est Saul Bass qui va changer ça. Et ce faisant, il introduit ses propres codes graphiques et esthétiques dans ses supports, donc le constructivisme, un graphisme abstrait des lignes géométriques, et il va introduire plusieurs nouveautés qui vont devenir une norme, notamment l'emploi d'éléments graphiques et de symboles qui deviennent emblématiques des films, comme la spirale de Vertigo, ça c'était lui, l'escalier métallique de West Side Story, encore lui, ou encore l'affiche rouge vif de Shining. Alors, ces titres ne vous parlent peut-être pas, et à ce moment-là, je vais vous renvoyer à l'un de ses tout derniers travaux, qui est le générique des Affranchis, de Casino, pardon, pas des Affranchis, de Casino, qui est l'un des tout derniers génériques sur lesquels il a travaillé et qui donne à voir un petit peu l'étendue de son talent.
talent qu'il va mettre au service de son premier et seul long métrage, donc en 1974, Phase 4. Phase 4 qui raconte comment, suite à un événement cosmique indéterminé, les fourmis se mettent à avoir un comportement conscient. Elles éliminent de façon coordonnée leurs prédateurs et elles construisent d'étranges structures géométriques tournées vers les étoiles. 2 scientifiques vont étudier le phénomène tandis que la population fuit devant la menace. Et chacun aura une approche bien distincte. L'un essaye d'établir le contact et l'autre voit une menace pour l'humanité et il va chercher le moyen le plus efficace de les détruire. Leurs études vont être perturbées lorsqu'ils recueillent Kendra, une jeune fille survivante d'une famille victime de l'invasion des colonies de fourmis. Et celle-ci culpabilise, pensant qu'elle met en danger les 2 hommes qui l'ont recueillie. À partir de là, le trio va se confronter à l'altérité totale que représentent les fourmis, chacun au travers du prisme de ses convictions et de sa propre expérience, jusqu'à la révélation finale, la fameuse 4e phase du processus étudiée dans le film. Alors, est-ce que c'est un film de monstres? Oui, il y a une menace, il y a des morts très graphiques, il y a des scènes insoutenables d'attaque de monstres, aussi minuscules qu'ils soient, et la trame globale, ça reste celle d'une lutte contre une menace étrangère à l'humanité. Est-ce que ça ressemble à un film de monstres? Ben non. Comme vous vous en doutez, la sensibilité graphique de Saul Bass va transpirer par toutes les pores de cette pellicule et en faire un objet filmique non identifié. Le rythme, c'est celui d'un film de science-fiction, posé, contemplatif, métaphysique. Les panonceaux qui entrecoupent le film pour annoncer les différentes phases font notamment penser à ceux des films de Stanley Kubrick, comme dans Shining ou dans 2001. Et évidemment, difficile de ne pas penser à 2001 quand on compare les structures géométriques des fourmis et le fameux monolithe. La mise en image, elle est quasiment expérimentale, avec des effets d'échelle qui mettent sur le même plan des êtres humains et leurs minuscules ennemis. Encore que, est-ce que c'est vraiment leurs ennemis? L'image pioche aussi carrément dans le surréalisme lorsqu'on contemple le dôme géométrique de l'installation des scientifiques au milieu du désert ou les colonnes monolithiques des fourmis. Tout ça, c'est mis en scène avec des plans fixes qui ne sont pas sans faire penser à certaines pochettes de Pink Floyd de la même époque. Le son, enfin, est très travaillé. Il mêle savamment des bruitages de science-fiction et une bande-son électronique planante. Ça remonte un autre monde qui s'infiltre dans l'autre, en même temps que les minuscules envahisseurs. On se trouve donc au carrefour des genres, entre l'horreur, le film de le fantastique catastrophe, la science-fiction, mais c'est aussi et surtout un film de son temps. Dans les années 70, habituellement, dans les années 70, quand on va montrer 2 Américains qui aspergent une armée de fourmis ennemies avec un produit chimique, on convoque obligatoirement le Vietnam et ses questions sur la rapatriation et du pire, comme les scientifiques qui réfléchissent de comprendre, comme du meilleur que coûte d'établir le contact. Mais surtout, notre civilisation reste désespérément composée d'individualités différentes, là où les fourmis composent une communauté ultime, pas d'individualité, absolu au bénéfice du groupe, une conscience globale et unifiée. Et je vais rebondir sur ce dont Noémie parlait tout à l'heure. C'est le dernier segment du film qui est totalement différent des films de genre classiques. Habituellement, dans les films d'invasion, les films de catastrophe, les films de monstres, les films dans lesquels nous sommes confrontés à une altérité, comme je l'ai déjà nommé, ces films s'achèvent par un climax conflictuel. La plupart du temps, la victoire de l'homme. Alors, parfois, on a un réalisateur un petit peu taquin qui va s'amuser à faire perdre l'humanité ou laisser planer un doute, mais de manière générale, il est question de confrontation qui atteint son paroxysme et une résolution par la force, par la violence. Et alors là, attention, petite zone de spoiler. Ici, le réalisateur va proposer un chemin inédit, surtout pour l'époque, une sortie collaborative, puisque le film s'achève sur la révélation que les fourmis souhaitent en fait accompagner l'humanité dans les prochains stades de son évolution et participer à l'avènement d'un monde partagé entre les 2 espèces, chacune ayant muté pour devenir quelque chose de nouveau. Et le scientifique Hutt, le personnage principal, et la jeune Kendra seront les Adam et Ève de ce renouveau.
qui n'est seulement que annoncé dans le film, tel qu'on a pu le voir au cinéma et dans ses diffusions à la télé par la suite, mais qui était visuellement démontré dans une scène finale coupée, imaginée par Saul Bass. Alors, pas seulement imaginée, elle avait été tournée, elle a été retrouvée, elle a été intégrée dans les derniers bonus du Blu-ray qu'on peut récupérer chez Carlotta. C'est une mise en image psychédélique de l'avènement de cette nouvelle humanité, qui est dans le même registre que le Trip Ultime de 2001, mais encore une fois avec vraiment la sensibilité constructiviste et presque postmoderne de Saul Bass. Vous l'aurez compris, je vous recommande chaudement de voir Phase 4 si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un petit bijou de son temps. Il cristallise les expériences visuelles et graphiques des années 70. Il pose les prémices de l'écologie au cinéma. Il aborde surtout, et c'est ça qui est cher à mon cœur, il aborde frontalement l'un des plus grands thèmes de la science-fiction, qui est la confrontation avec l'altérité totale, la façon de créer des ponts, de communiquer avec quelque chose d'étrange et d'étranger. Et il se pose pour moi en précurseur aussi d'un film que j'aime tout particulièrement, qui est Le Premier Contact de Denis Villeneuve, qui lui est inspiré d'un roman, donc qui est une histoire qui, sur le papier, est tout à fait différente, mais avec lesquelles je ne peux pas m'empêcher de voir des ponts, et notamment sur cet enjeu crucial qui est de la communication avec quelque chose qui nous échappe totalement. Voilà. Merci à toi, Julien, toujours aussi passionnant. Maintenant, on va conclure cette émission. Jean-Louis, es-tu là encore avec nous? Peut-être il est fatigué déjà. Bon, alors, dis-nous dans un mois, ça va être quoi alors? Alors, dans un mois, ça va être Catherine Bigelow, si je ne me trompe pas, si je prononce bien. Et je voulais en profiter pour féliciter aujourd'hui toute mon équipe. Tout à fait. Parce qu'ils ont été excellents. Et franchement, je voulais féliciter tous. Et je voulais aussi féliciter Abou, le technicien qui est là et qui fait un travail de fou. Et toi, Patrick, à la présentation, qui fait un travail toujours aussi remarquable. Donc voilà, je voulais tous vous remercier parce que c'était une émission franchement géniale. Je trouve que c'est la meilleure des trois, pour moi, personnellement, et que toutes les interventions ont été passionnantes. C'est la meilleure pour l'instant? Pour l'instant, évidemment, parce que Catherine Bigelow, c'est quelque chose. Donc, on a impatient de vous retrouver dans un mois concernant Catherine Bigelow. Et voilà, c'est une émission vraiment que j'ai énormément appréciée. Je tenais à tous vous remercier, l'équipe de l'Art de Cinéma, parce que vous avez fait un très beau boulot et beaucoup de recherches. Et bravo pour toutes vos critiques. Voilà. Merci à Abou à la technique, évidemment, mon technicien. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Merci à tous. Voilà, merci à tous. Et je voulais dire simplement que je tenais à remercier les gens de la radio, comme Liva, qui fait un gros travail de partager l'émission à travers d'autres pages, Sarah aussi, et d'autres. Voilà, je tenais à tous les remercier pour tout le travail qui est effectué derrière. Et encore bravo à l'Art de Cinéma et à toute cette belle critique. Merci à vous. Merci. Et voilà, et à dans un mois alors. Catherine Bigelow. Ça y est, vous avez tous choisi votre film ou pas alors? Ouais. Ouais, ok, super. Avec un indice, Safar. Voilà, merci beaucoup à tous et bonne fin de soirée. Salut. Et à très bientôt. Salut. Ciao. Et puis demain, l'émission avec Liva, après-demain, l'émission avec Sarah. Donc, nous sommes très présents en ce moment. Et je tenais vraiment à les remercier parce qu'ils font un super boulot derrière. Voilà. Merci à vous. Merci. À demain. Salut. Ciao. Salut à tous. Salut. Voilà. Ciao. Et bonne soirée à tous les gens qui nous ont suivis ce soir.